Alors Guillaume, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire qui vous êtes? Je m'appelle Guillaume Lécuyer, je suis chez Visiative en charge du marketing produit, c'est-à-dire de définir en amont les solutions logicielles sur lesquelles nous allons travailler, en étudiant de près les besoins de nos clients, en faisant des analyses de marché, en faisant des business plans. L'équipe de marketing produit que je pilote va définir les grandes lignes des solutions logicielles que nos équipes R&D vont développer. Et une fois que ça c'est fait, en aval, cette équipe reprend la main pour assurer la mise en marché de ces produits. Quel est votre parcours chez Visiative? Je suis arrivé il y a 5 ans chez Visiative. La raison pour laquelle je suis arrivé, c'est pour créer justement cette équipe marketing produit, pour la structurer et pour amener cette dimension-là dans la conception des produits et des solutions logicielles de Visiative. Il y a combien de personnes dans l'équipe? C'est une équipe de 5 personnes aujourd'hui. On parlait d'informatique avant et aujourd'hui on parle beaucoup de digital. C'est quoi la différence? Ça, c'est une question qui donne lieu à des batailles d'experts assez longues, notamment sur Internet. Hein. Il y a beaucoup de débats sur le sujet. De mon point de vue, je vois deux grands aspects. Le premier aspect, c'est le fait que l'informatique, on peut résumer ça à l'ensemble des moyens mis en œuvre pour traiter l'information. Donc c'est les ordinateurs, c'est le réseau, c'est les algorithmes aussi. Donc c'est l'aspect technique, on va dire, du sujet, qu'on peut opposer au numérique qui serait la finalité et derrière les usages. Comment on va utiliser ces moyens pour aboutir à un but qui peut être essentiellement de numériser le monde qui nous entoure pour accélérer des décisions, pour agir aussi sur ce monde-là, en le comprenant mieux et en exploitant les capacités, pas infinies mais presque, justement de l'informatique au sens large, hein, là encore en parlant de la capacité de traitement d'information des ordinateurs, la capacité de transport de l'information des réseaux, pour en tirer l'information et pour répondre à des usages qu'attendent les utilisateurs. Donc la transformation numérique, c'est quoi? La transformation numérique, c'est la capacité à tirer parti de l'informatique, ou en tout cas des nouvelles technologies qui reposent sur l'informatique, pour se transformer et pour accélérer sa stratégie. Là, je parle de transformation numérique d'une organisation, d'une entreprise. Sachant que on constate aussi la transformation numérique au niveau personnel, hein, quand on passe du relevé bancaire papier à l'utilisation d'une application sur son smartphone pour consulter ses comptes, on fait sa transformation numérique personnelle. Et là, on répond à un usage qui est de connaître l'état de son compte bancaire. Là, on utilise un moyen différent, plus efficace, plus rapide, plus à jour. Donc on tire parti de ces capacités du numérique pour répondre à l'usage qui est connaître le solde de mon compte bancaire, pour prendre un exemple simple. Quand on transpose ça au niveau d'une organisation, d'une entreprise, on a évidemment des usages plus complexes et plus diversifiés, si on prend l'ensemble d'une organisation, mais c'est le même principe. C'est-à-dire comment je tire parti du numérique, de ces nouvelles technologies qui sont non pas développées, mais dont le développement a accéléré ces 10-15 dernières années. Comment je tire parti de tout ça pour à la fois être plus efficace, aller plus vite, traiter de l'information plus rapidement, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, pour accélérer ma stratégie d'entreprise, d'organisation. C'est-à-dire à la fois comment je tire parti de ça effectivement pour modifier ma stratégie, pour tirer parti de ces nouvelles technologies, mais aussi comment je mets le numérique au service de ma stratégie pour qu'elle soit plus efficace. De manière concrète, vous auriez un exemple pour nous expliquer ça? Des exemples, il y en a beaucoup. Si on prend l'exemple du service client, donc service client d'une entreprise, on travaille beaucoup aujourd'hui chez Visiative avec des PME, dont le service client est encore beaucoup basé sur du téléphone et de l'échange d'emails. Pour des entreprises qui sont, pour certaines, basées uniquement en France, mais qui vendent à l'international. Donc ces entreprises-là, pour leurs clients, un client basé en Australie, obtenir une information de type de service client, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les créneaux horaires font que le numéro de support téléphonique n'est pas disponible au même moment.
Et puis, il y a la question de la langue aussi qui se pose bien souvent. La transformation numérique du service client d'une entreprise de ce type-là, ça consiste à mettre l'information déjà, l'information, je dirais, générique sur les produits que vend l'entreprise à disposition sur un portail web pour que les clients puissent y accéder à n'importe quel moment en fonction de leur disponibilité. Et puis c'est aussi de remplacer le coup de fil par une demande de support, une demande d'aide que le client peut, là encore, générer quand lui est disponible et qui est traitée de manière asynchrone par le service client qui la reçoit à l'autre bout du monde. C'est un exemple très concret et j'allais dire basique, d'une première utilisation du numérique pour aller dans le sens du service client, de la satisfaction client. Après, des exemples, il y en a plein. Un exemple qui touche beaucoup, qui impacte beaucoup nos clients en ce moment, c'est ce qu'on va appeler l'IoT, l'Internet des objets, ou encore les machines connectées. Donc là, c'est effectivement, je pense, une très belle illustration de ce que peut être la transformation numérique pour une entreprise. Comment, moi qui suis une entreprise qui fabrique des objets physiques, je vais pouvoir capter de la donnée générée par ces objets. Alors, capter de la donnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire mesurer de la température, de la pression, des cycles d'utilisation, tout ce qui est quantifiable, pouvoir le mesurer et stocker cette information pour l'utiliser sous plusieurs angles. Un angle, c'est là encore en termes de service client, de satisfaction client, donner de l'information au client sur l'utilisation de sa machine, sur l'usage qu'il en a fait, et puis à partir de là aussi prévoir l'usure de la machine et anticiper, alors soit prévenir le client qu'il va falloir changer telle ou telle pièce parce que tous les 10 000 cycles ou quand elle a fait tant de kilomètres, il faut la changer, mais aussi en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle, de prévoir les pannes, pouvoir détecter des motifs de panne qui ont lieu en fonction de l'évolution de certaines données et de pouvoir anticiper que telle machine, parce qu'on détecte telle variation de telle donnée, il y a 80% de chances qu'on ait une panne. Donc là, on va dans le sens de la satisfaction client. Mais c'est également l'utilisation de ces données d'usage des machines, ça sert aussi en interne à l'entreprise pour mieux comprendre comment elles fonctionnent. Beaucoup d'entreprises fabriquent des machines, les envoient à leurs clients. Elles ont des idées de la manière dont sont utilisées les machines parce qu'elles font des sondages ou parce qu'elles vont voir des clients. Mais là, avec le numérique, avec la capacité de mesurer ces données, de les transmettre et de les analyser, on va avoir une vue complète de l'utilisation des machines, mieux comprendre comment elles sont utilisées, mieux comprendre où est-ce qu'elles ont des pannes et améliorer les machines en conséquence. Donc améliorer leur fiabilité, mais également améliorer les usages parce qu'on aura détecté qu'il y a des usages auxquels on n'avait pas forcément pensé. Alors du coup, vous adressez presque tous les services dans une entreprise? Aujourd'hui, avec notre gamme logicielle, avec MoveApps, on s'adresse essentiellement aux services qui concernent tout ce qui est le bureau d'études, la conception des produits, la production, le service client, le commerce, et puis de manière transverse, tout ce qui touche la gestion de la qualité et la gestion des ressources humaines. Donc ça, c'est le cœur des grandes fonctions, on parle de business experience, que nous offrons avec MoveApps. Ceci dit, ça ne constitue pas l'ensemble des services d'une entreprise, et c'est pour ça qu'on vient compléter finalement notre offre avec des partenaires qui sont spécialisés dans des domaines que nous ne couvrons pas. Exemple, le recouvrement de créances. C'est un domaine que l'offre MoveApps elle-même ne couvre pas. Mais on a identifié un partenaire avec qui on travaille sur ce sujet-là et qui vient s'intégrer dans l'offre MoveApps. Est-ce qu'on peut dire que MoveApps, c'est une sorte d'ERP global? On a souvent cette question de la part de nos clients ou d'analystes, savoir c'est quoi la différence entre MoveApps et un ERP. Il ne faut pas les opposer en fait. MoveApps ne s'oppose pas à un ERP, MoveApps vient compléter un ERP. Un ERP, c'est une partie de la moelle épinière du système d'information d'une entreprise qui est très fort pour faire ce qu'il est fait pour faire, c'est-à-dire notamment tout ce qui est la comptabilité, tout ce qui va être la gestion de la production, etc. Mais il ne fait pas tout, et surtout, il est très bon pour rendre des services aux gens donc si c'est pour la partie comptabilité par exemple, il est très bon pour les comptables. Mais dès qu'il y a des informations liées à la comptabilité
qui doivent être connus ou apportés par des gens qui ne font pas partie de la comptabilité, là l'ERP, il pêche un peu parce qu'il est très métier. Il est très métier et donc il s'adresse à des spécialistes. Et la valeur ajoutée de MoveApps, dans ce cas-là, ça va être de permettre d'aller soit chercher l'information, soit d'apporter l'information à l'ERP en l'exposant à des gens qui ne sont pas des utilisateurs réguliers de l'ERP justement. L'exemple classique, c'est dans l'ERP, il y a une fonction d'achat qui est destinée principalement aux acheteurs, ceux dont c'est le métier, toute la journée ils font des achats. Donc avec des écrans qui sont adaptés à leurs besoins. Quand un employé qui ne fait pas partie des achats doit passer une commande pour acheter un nouvel écran, des crayons, je ne sais pas quoi, là, il ne va pas pouvoir utiliser cette interface-là parce qu'elle est beaucoup trop compliquée pour lui. Donc c'est là que l'un des exemples où dans MoveApps, on va trouver une application, ce qu'on appelle une app, qui répond à ce besoin de demande d'achat pour un employé classique, avec en plus tout le processus d'approbation qui va avec, et qui va finir, au bout du compte, dans l'ERP. Donc il y a forcément une intégration, parce que la demande d'achat elle va être déversée dans l'ERP pour que l'achat technique soit fait par les acheteurs. C'est là que c'est une illustration de la manière dont MoveApps vient compléter l'ERP, à la fois en exposant l'information qui n'est pas accessible directement par des gens qui ne sont pas des utilisateurs au quotidien de l'ERP, mais aussi en allant la chercher auprès de ces gens-là. Là, j'ai pris un exemple avec un collaborateur, mais c'est également vrai avec les clients, avec les distributeurs. Donc, comment j'expose l'information qui est dans le système d'information de mon entreprise à des gens qui n'y ont pas accès nativement. Et ce qui est vrai pour l'ERP d'ailleurs, est vrai aussi pour l'ensemble des applicatifs qui constituent cette moelle épinière de système d'information d'entreprise. On a l'ERP, mais on a le CRM, la gestion des relations clients, on a tout ce qui est la gestion des données produits, PDM en anglais, ou la gestion du cycle de vie produit, le PLM. Dans tous les cas, MoveApps vient, là encore, compléter et étendre ces solutions-là, en apportant donc, ce que je décrivais, donc la possibilité d'amener l'information aux gens qui n'y ont pas accès, mais également en complétant sur des solutions métiers qui ne sont pas couvertes. Et donc c'est là qu'on va retrouver des applications métiers dans le domaine du service client, de la vente, des RH, etc. C'est ça les apps? Des apps, c'est ça. C'est des applications métiers qui répondent à un usage donné. Par exemple, je parlais de ma demande d'achat. Alors voilà, comment j'ai un service de demande d'achat que tout un chacun peut utiliser avec le processus d'approbation qui va bien. Comment je déploie une solution qui permet de gérer les interventions de mes techniciens de maintenance. Comment je déploie une solution d'automatisation des forces de vente. Choses qui ne sont pas toujours couvertes, notamment par un ERP. Donc, une série d'usages comme ça que nous avons identifiés, notamment par rapport aux besoins de nos clients, et que nous développons sur la plateforme MoveApps, que nos clients peuvent activer à la demande en fonction de leurs besoins. Alors du coup, MoveApps, c'est une techno ou c'est une offre d'usage? MoveApps, c'est avant tout une offre d'usage. C'est des usages, comme on précisait tout à l'heure, des applications qu'on vient activer à la demande. Néanmoins, ça repose sur une plateforme technologique qui fait converger un certain nombre de moteurs technologiques que nous utilisons pour développer des applications et qui tire parti de développements technologiques qui sont à la base de ce mouvement de transformation numérique dont on parle. Je prends par exemple tout ce qui est Internet des objets. On a acquis une société qui était dans ce domaine de l'Internet des objets, qui traite des données massives, des big data remontées par exemple des capteurs de machines, et qui permet de faire à partir de là des tableaux de bord, des alertes en fonction de dépassement de seuil, etc. Donc ça, c'est une illustration de comment la plateforme MoveApps et les applications qui sont construites dessus bénéficient des avancées technologiques qui ont lieu et dont on parle, je dirais, à longueur de journée dans les médias. C'est également, ça c'est un point important, une plateforme très connectée. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de l'intégration avec l'ERP ou le reste des applicatifs métiers de l'entreprise. C'est un point clé et dans tous les déploiements de MoveApps, on va retrouver l'intégration avec l'ERP, avec le CRM, avec d'autres applicatifs. Là encore, c'est un point qu'on a
qu'on a travaillé et qu'on continue de travailler pour faciliter cette intégration, pour la rendre le plus rapide possible chez nos clients et pour s'assurer qu'on ne construit pas des applications en silo, mais qu'elles utilisent et qu'elles s'appuient sur les données existantes de l'entreprise. C'est un point qu'on retrouve quand même chez beaucoup de PME. Il y a une volonté de tirer parti des données. Il y a déjà beaucoup de données dans les systèmes d'information des entreprises. Et l'un des enjeux, c'est de les utiliser, de les exploiter et de les mettre à disposition des personnes qui n'y ont pas accès. Vous avez parlé de business experience. Vous pouvez expliquer un peu mieux ce que vous entendez par là? La business experience, c'est le terme que nous utilisons pour désigner un ensemble d'applications qui répondent à un enjeu transverse dans une entreprise. Donc un enjeu transverse, c'est quoi? C'est par exemple l'engagement des collaborateurs. C'est par exemple s'assurer que les démarches qualité sont comprises et appliquées dans l'ensemble de l'entreprise, par tous les acteurs de l'entreprise. C'est s'assurer de l'amélioration du service client. Là encore, pas seulement aux gens qui travaillent dans le SAV, mais aussi au commerce, mais aussi à la facturation, etc. Donc des enjeux transverses comme ça. Et les applications qui constituent une business experience, elles viennent répondre à différents usages qui sont dans ce cycle-là, qui se rapportent à cet enjeu transverse. On parle de PME, d'ETI et de grands groupes. Vous vous adressez à tout le monde ou pas? Aujourd'hui, dans le parc installé des clients, enfin dans la base client de Visiative, on a effectivement, dans les 18 000 clients que compte Visiative, on retrouve des très petites entreprises comme des très grands groupes. Néanmoins, MoveApps, les solutions logicielles que nous éditons en propre, s'adressent principalement aux PME et aux ETI, aux entreprises de taille intermédiaire. On pourrait imaginer que si on sait répondre à un besoin d'une PME, on répond à tout. Bon, on constate bien qu'entre une PME et un grand groupe, il n'y a ni les mêmes besoins ni les mêmes moyens. Et aujourd'hui, les grands groupes c'est notre expérience, sont servis, ils ont à leur disposition des consultants, ils ont des grands éditeurs qui leur proposent des solutions pour leur transformation numérique. Ils sont plutôt en avance. Ce qu'on a constaté, c'était que les PME et petites ETI étaient moins bien servis et avaient moins de moyens à leur service pour assurer leur transformation numérique. C'est pour ça que nous nous focalisons sur ces entreprises-là, que nous connaissons bien parce qu'elles constituent le cœur de notre clientèle et avec qui nous avons des rapports très proches pour certaines d'entre elles, ce qui nous permet de bien comprendre leurs besoins, de bien comprendre leurs objectifs, leurs stratégies, et à partir de là, les aider, les assister dans la création de leur feuille de route de transformation numérique et leur proposer les solutions numériques qui vont répondre aux usages qu'on a identifiés dans les phases de diagnostic. Et ces solutions-là, au niveau du groupe Visiative, elles peuvent être de différentes natures, mais elles s'appuient notamment sur la gamme de produits MoveApps que nous développons en propre et qui vient répondre aux usages qu'on a déjà cités sur le service client, sur la gestion de la qualité, la gestion du commerce, etc. Donc vos interlocuteurs dans l'entreprise, ils sont issus de quel service? L'un des principaux interlocuteurs pour nous, c'est la direction générale. Parce que MoveApps doit s'inscrire dans un projet de transformation numérique qui ne peut être, et c'est notre retour d'expérience, ne va être efficace que s'il est piloté par la direction générale. Donc ça, c'est notre premier interlocuteur. Nous travaillons également de manière très rapprochée avec les responsables des directions métiers. Donc, les directions métiers, je les ai déjà cités, le service client, le commerce, la RH, la qualité, etc., etc. Pour vous, demain, ce sera quoi l'accompagnement qui sera nécessaire pour vos clients? J'ai envie de dire que c'est un accompagnement qui est déjà nécessaire aujourd'hui. On voit bien que dans les structures avec lesquelles nous travaillons, l'un des enjeux clés derrière l'identification des bonnes solutions à mettre en face des usages de transformation numérique, c'est l'adoption. Le sujet de l'adoption par les utilisateurs, qu'ils soient des utilisateurs internes à l'entreprise, mais aussi d'ailleurs les utilisateurs externes à l'entreprise, les clients et les distributeurs. Si je mets en place un beau portail de service client, mais que mes clients n'y adhèrent pas parce qu'il est trop complexe ou parce qu'ils n'y retrouvent pas l'information dont ils ont besoin, mon projet ne sert à rien. Donc ça, c'est
c'est un enjeu clé, au-delà du déploiement lui-même des solutions, au-delà en amont de l'identification des solutions du déploiement, c'est l'accompagnement à l'adoption. Comment je peux être force de conseil auprès de mon client pour l'aider dans l'adoption, là encore, non seulement vis-à-vis de ses utilisateurs internes, mais également des utilisateurs externes. On a d'ailleurs des actions qu'on a menées avec certains clients pour les accompagner là-dedans, dans l'adoption par les utilisateurs internes. Donc, comment on facilite l'appropriation des solutions par les utilisateurs internes et comment on s'assure qu'ils sont utilisés et que donc on a le retour sur investissement attendu. On commence à être sollicité par des clients qui voudraient faire la même chose avec leurs distributeurs, avec leurs clients. Et là aussi, ça fait partie de l'accompagnement qu'on peut proposer à nos clients. Alors justement, audit, diagnostic, accompagnement, c'est quoi la différence? On va jouer sur la sémantique, mais entre audit et diagnostic, je pense que ça peut recouvrir la même chose. Personnellement, je préfère le terme de diagnostic, qui est un peu plus neutre. L'audit sous-entend un contrôle, en fait. Nous, on ne vient pas contrôler nos clients, on vient diagnostiquer en amont leur niveau de maturité numérique, on vient diagnostiquer la maturité de leur système d'information, l'adéquation de leur système d'information par rapport à leur stratégie, on vient diagnostiquer où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, et à partir de là, leur proposer une feuille de route numérique. Et ça, c'est la partie amont, dont je parlais tout à l'heure, et puis la partie aval, ça va être l'accompagnement. Et l'accompagnement, il est l'accompagnement dans la mise en œuvre des solutions identifiées. Et c'est d'ailleurs en ça qu'on se distingue d'un pur cabinet de conseil, je dirais, qui va s'arrêter à la phase diagnostique. Nous, la différence, c'est qu'on s'engage derrière et on va les accompagner sur le déploiement. Et puis, c'est l'accompagnement, on en parlait juste avant, à l'adoption de ces solutions-là. Quand vous dites adoption, c'est donc tous les collaborateurs d'une entreprise? C'est tous les collaborateurs de l'entreprise, tous ceux qui sont concernés, s'assurer qu'ils utilisent l'application qui est mise à leur disposition, qu'ils l'utilisent tel que ça a été envisagé, et qu'on récupère leur feedback, leur retour sur l'utilisation pour améliorer la solution. Mais c'est aussi l'écosystème externe à l'entreprise. C'est-à-dire que si je mets à disposition un extranet pour mes distributeurs, pour qu'ils aient à la fois l'information sur mes produits en temps réel, qu'ils aient accès à toute ma documentation produit, qu'ils puissent remonter des problèmes de leurs clients, qu'ils puissent remonter des pannes de leurs clients et qu'ils fassent appel à mon service client. Là encore, si je mets ça à disposition mais que mon distributeur continue à me téléphoner, j'ai perdu mon temps. Donc on parle bien d'adoption de l'ensemble des utilisateurs, aussi bien internes qu'externes à l'entreprise. Aujourd'hui, en 2020, après la crise du Covid, ça vous paraît fondamental de mettre en place tous ces outils dans une structure ou... Oui, on voit clairement une accélération sur le sujet. La crise du Covid a eu un impact sur les volontés des entreprises de tirer parti du numérique. Il y a deux axes là-dessus. Il y a un premier axe qui est, j'allais dire, évident, c'est-à-dire sur tout ce qui est la collaboration. Donc la collaboration, la capacité à faire des discussions en temps réel, la capacité à faire des visioconférences, évidemment, qui ont été extrêmement utilisées pendant la crise du Covid, pendant le confinement. On a reçu d'ailleurs des témoignages de clients, puisqu'on accompagne les clients sur ces sujets-là. En transverse des solutions métiers dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi toute une couche de collaboration. Et on a eu des témoignages très positifs de nos clients qui nous ont remerciés de les avoir poussés, je dirais, à adopter ces solutions-là, parce que ça a grandement simplifié la résilience de l'entreprise pendant le confinement. Donc ça, c'est le premier aspect, la collaboration. Donc là encore, évidemment la messagerie électronique, mais au-delà de ça, des discussions, des visioconférences, etc. Du partage de documents. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre, parce qu'il touche plus au process interne de l'entreprise, c'est là encore beaucoup de choses autour du service client d'ailleurs. C'est-à-dire pendant le confinement, si j'avais eu un portail sur lequel mes clients pouvaient retrouver l'information sur mes produits, ça aurait été plus simple pour le fonctionnement de mon entreprise. Si j'avais eu un site
e-commerce sur lequel mes clients pouvaient acheter mes produits directement, ça aurait grandement simplifié le fonctionnement de mon entreprise et ça aurait amélioré le chiffre là-dessus. Donc ça, c'est la deuxième lame, je dirais, qui va amener, je pense, à des nouveaux projets de transformation aussi chez les entreprises qui n'étaient peut-être pas encore sensibilisées, qui l'avaient peut-être dans un coin de leur tête, mais pour qui la période de confinement et du Covid en général va accélérer les choses. Alors on est d'accord qu'on aurait souhaité que cette crise n'ait pas eu lieu, mais est-ce qu'il y a quand même des choses positives qui peuvent ressortir de ça? Clairement, pour moi, il y a des choses positives qui en ressortent. On l'a vu d'ailleurs, ça a donné lieu à un bouillonnement de créativité chez les personnes privées, je dirais. On a vu les foisonnements de messages sur les réseaux sociaux, certains très très créatifs. Mais aussi dans les entreprises, je pense que ça a amené les dirigeants à prendre un peu de recul par rapport au fonctionnement de leur entreprise. Ça les amène à réfléchir à des choses qu'ils n'avaient pas envisagées. Comment je peux continuer à faire tourner mon entreprise en ayant le moins de personnes présentes dans l'entreprise elle-même, dans les locaux, en ayant des collaborateurs qui restent chez eux. Sachant que c'est arrivé une fois, on n'est maintenant pas à l'abri que ça arrive de nouveau. Donc ça, maintenant, j'ai le temps de m'y préparer. Et je pense que ça amène aussi une réflexion sur les processus de l'entreprise, sur la manière dont fonctionne l'entreprise et sur la manière dont on peut simplifier ça. Et sur toutes ces questions-là, le numérique, au sens large, a des réponses à apporter. Et de ce point de vue-là, on le voit bien d'ailleurs, là encore, dans les sollicitations de nos clients aujourd'hui, il y a une recherche de solutions à des problèmes qui n'étaient pas forcément identifiés ou alors qui n'existaient pas. Et pour lesquels, dans la gamme Movaps, nous avons des solutions à apporter à nos clients là-dessus. Comment vous voyez les 3 prochaines années en termes de développement? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Oui, moi je suis très optimiste parce qu'on est sur un créneau très porteur dont on le disait à l'instant, dont l'urgence a été un peu rappelée de manière un peu pénible, mais aux dirigeants de ces entreprises-là, sur à la fois optimiser la manière pour une entreprise de fonctionner. Et ça passe beaucoup, pas que, mais ça passe aussi par l'adoption de solutions numériques. Et puis sur une réflexion de comment, je le disais au début, comment je tire parti du numérique pour améliorer ou pour accélérer ma stratégie. Et ça, je suis persuadé que les dirigeants d'entreprise vont se poser cette question de manière plus pointue, on va dire, maintenant. Il y a eu une phase il y a eu la phase de stupeur, je dirais, devant le confinement, devant le Covid et ses conséquences. Il y a la phase maintenant de redémarrage, de résilience. On parle d'une phase ensuite de renaissance. Et c'est dans cette phase de renaissance-là que les entreprises vont s'interroger sur la manière dont elles peuvent améliorer la résilience de leur entreprise et adapter leur business model à ce nouveau monde en tirant parti du numérique. Et je pense que ça va favoriser l'adoption par les entreprises du numérique de manière générale et je l'espère, de Movaps en particulier. Et après la Renaissance, il y aura quoi? Après la Renaissance, c'est une phase qui va durer au moins 2 ans et dans les circonstances qu'on connaît aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué de prévoir au-delà de 2 ans ce qui peut se passer. Et l'humain, dans tout ça, on parle beaucoup de technologie, d'applications. Évidemment, l'humain il reste clé, puisque au final, les solutions que nous déployons, elles sont utilisées par quelqu'un. Et ce quelqu'un, il faut que nous, on le connaisse bien. C'est tout l'enjeu d'ailleurs des équipes marketing produits, des équipes expérience utilisateur qui travaillent chez nous. Identifier ces personnes-là, les comprendre leurs objectifs, leurs métiers, leurs contraintes. Et ça rejoint une discussion qu'on avait tout à l'heure sur l'adoption, c'est s'assurer qu'effectivement les solutions elles sont acceptées et elles sont utilisées par les utilisateurs cibles. Donc l'humain il reste au cœur de notre démarche à nous de développement, à la fois dans l'identification très en amont des solutions qu'on va développer. Ce que je répète à mon équipe, c'est quel problème on résout pour qui. Donc il y a évidemment le problème qui nous intéresse, il y a la solution évidemment qui est là derrière, la solution technologique, mais il y a le qui. Et donc le qui, c'est mon commercial terrain
qui travaille dans la grande distribution, dans quel environnement il évolue, c'est quoi ses horaires de travail, c'est quoi ses contraintes, etc. Donc il faut bien le comprendre, et c'est comme ça qu'on va faire une solution qui répond à ses enjeux à lui, et qui va favoriser son adoption. Parce qu'on l'aura compris, parce qu'on aura compris ses contraintes, ses enjeux, on va favoriser l'adoption. En plus de ça, il faut ensuite, au moment du déploiement de la solution, il faut accompagner ces humains dans la présentation de la solution, dans l'explication de pourquoi cette solution-là, et comment elle va favoriser leur travail, comment elle va rendre leur travail plus facile, comment la solution va leur permettre de mieux se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Donc finalement, on en arrive à la valorisation du capital humain de l'entreprise au travers de tous ces outils. Absolument, parce que le but final, il n'est pas, en tout cas à mon avis, de remplacer tous les humains par des machines, comme on le lit un peu trop vite dans certains médias, mais bien de permettre aux hommes et aux femmes qui travaillent dans l'entreprise de se focaliser sur leurs tâches à valeur ajoutée et de simplifier celles qui n'en ont pas. Et les IA dans tout ça? Les IA, les intelligences artificielles, c'est des technos émergentes. Non, elles existent depuis un petit moment. Les capacités technologiques qu'on a pour exécuter les algorithmes sous-jacents à l'intelligence artificielle ont tellement accéléré qu'aujourd'hui elles sont prépondérantes. Enfin, elles renaissent par rapport à des choses qui existaient déjà dans les années 80 ou même avant. Mais ça vient là encore, il faut que ce soit utilisé pour faciliter une tâche, pour accélérer une tâche qui peut être une tâche à faible valeur ajoutée. Donc l'intelligence artificielle s'applique à plein de domaines, évidemment, mais je vais prendre un exemple, je discutais pas plus tard que ce week-end, l'analyse des radios en médecine. Bon, aujourd'hui, un algorithme d'intelligence artificielle, de reconnaissance d'image, est réputé être plus efficace qu'un médecin standard, qu'un radiographe standard. Est-ce que ça va remplacer tous les radiographes? Moi, je ne pense pas. Je pense que ça va les assister, ça va les aider à faire mieux leur travail, mais ça ne va pas les remplacer dans la relation au patient, dans la relation, dans l'explication de la pathologie qui peut avoir été détectée, etc. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ce qui fait que moi, je préfère parler d'intelligence augmentée, et donc de prendre le point de vue de l'être humain, plutôt que d'intelligence artificielle, qui est le point de vue de la machine. Et c'est comme ça qu'il faut, à mon avis, le concevoir et l'embarquer dans les solutions. Merci beaucoup, Guillaume. Ok.